et sur les risques, qui est un peu un thème exceptionnel auquel vous avez aussi participé. Donc aujourd'hui, on traite de quelque chose qui est extrêmement important, de par d'ailleurs évidemment ce qu'il en est dit sur le plan médiatique par la mairie de façon absolument constante, c'est le surtourisme, attractivité à tout prix, et on va vous présenter un autre modèle, c'est-à-dire celui que nous prenons et la manière dont on peut y parvenir. On rappelle évidemment qu'administrer une ville ou une métropole, gouverner un territoire, c'est principalement faire des choix qui sont des choix politiques et faire des priorités, définir des priorités. La nôtre, elle est celle-ci, elle est de préserver la qualité de vie et la santé des habitants et des habitantes, de préserver les espaces naturels et la biodiversité, qui ne doivent en aucun cas être sacrifiés au profit de ce que nous appelons le dogme de l'attractivité permanente. La ville de Nice et la métropole ont fait de cette attractivité la pierre angulaire du développement économique local et de fait du développement de l'ensemble du territoire. Cette recherche de l'attractivité économique, dont nous disons qu'elle est finalement une sorte de frénésie, est allée trop loin. Recherche effrénée du profit, événementiel constant, pour exemple, le Tour de France, l'Ironman, les Jeux Olympiques, et nous en passons, le tourisme de luxe, le tourisme d'affaires et le tourisme de masse qui bascule vers le surtourisme. On va vous donner une définition de ce que c'est et surtout des conséquences que cela a. Sortir du surtourisme et de l'événementiel permanent, c'est l'un des enjeux majeurs de notre prochaine mandature. Et nous allons à plusieurs voies vous exposer le contenu de cette présentation, à la fois dans les constats, à la fois dans les méthodes, les objectifs et les moyens d'y parvenir. David Nakache, dans un premier temps, sur l'état des lieux et le choix politique. David, je te donne. Merci Mireille. Alors, il faut avant tout être assez précis dans les termes que l'on emploie et dans le processus que l'on désigne quand on parle de surtourisme. De quoi s'agit-il? On sait toutes et tous que le tourisme, c'est quelque chose de positif. De positif pour notre économie, parce que ça fait travailler, ça fait vivre, ça apporte des richesses. Et de positif aussi parce que c'est un vecteur d'échange culturel important quand les gens viennent découvrir notre culture, notre patrimoine culturel, naturel, la langue, la culture, etc. et les arts localement. Mais on a un point de bascule. C'est quand le tourisme devient tellement important en termes de nombre de fréquentation que ça va au-delà de la capacité de notre territoire. Donc le surtourisme, c'est le point de bascule, le moment où une activité qui est positive devient néfaste à la fois pour les habitants, pour leur qualité de vie, et à la fois pour l'environnement, l'écologie, pour les habitants, et pour la préservation de la biodiversité. Et ce surtourisme, c'est ce point de bascule, où on se rend compte que l'ensemble de tout ce qui fait notre vie quotidienne est impacté. Et on va voir à quel niveau le surtourisme va impacter notre vie quotidienne, et finalement, la variation de tous ces impacts négatifs. Alors, d'abord, on est sur un mode de tourisme qui est un mode éminemment carboné, qui va concentrer la masse des touristes sur certains endroits, qui va congestionner des parties entières de la ville de Nice, du Vieux-Nice, du centre-ville, du bord de mer. On va avoir un sentiment profond, on va y revenir tout au long de cette conférence de presse à plusieurs voix, finalement, de dépossession pour les habitants. Ils ont l'impression que tout est fait par rapport aux touristes, que la ville ne leur appartient plus, qu'elle est plus faite pour eux, et que c'est plus tout à fait leur vie. Et à ce niveau-là, pour les habitants et les habitantes, c'est quelque chose de central. Alors sur le surtourisme, on a des conséquences qui sont connues maintenant. D'abord, le terme de surtourisme, quand on en parlait en 2020, et qu'on avait déjà dit dans la campagne de l'IVA, c'était un des axes central, il y avait, même y compris parmi vos collègues des journalistes, qui nous disaient de quoi vous parlez maintenant. Depuis, le surtourisme s'est reconnu comme ce point négatif, et il y a de nombreuses villes en Europe, Barcelone, Venise, qui prennent des mesures draconiennes, drastiques, pour lutter contre le surtourisme. Donc il y a des effets qui sont connus, mais il faut quand même les rappeler. Le premier, c'est l'impact environnemental. Le surtourisme, c'est un accélérateur de pollution atmosphérique. C'est un accélérateur de dégradation de l'environnement, de nuisance pour la biodiversité, biodiversité marine, pour les migrateurs, pour l'ensemble du vivant. Et avec ce surtourisme-là, on entre dans un mécanisme qui n'est plus un mécanisme vertueux. Et vous savez qu'une métropole, elle a des obligations légales. Il y a des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne et par la France, par les législateurs,
notamment sur le zéro artificialisation nette, notamment sur la neutralité carbone à l'échéance 2050, on le dit très clairement, il est strictement impossible d'atteindre les objectifs légaux en maintenant une stratégie de surtourisme et un déploiement du surtourisme à Nice et dans la métropole. Donc, la métropole de Nice, elle a voté un plan climat air-énergie, on fait ça avec une batterie de mesures. Mais si on continue à déployer le surtourisme, ben, tous les beaux principes qui ont été votés ne seront pas appliqués. Et toute la planification écologique restera lettre morte parce qu'on ne mettra pas en acte des freins à ce déploiement sans limite de l'événementiel et du tourisme à tout craint. Donc on a un impact environnemental. Qui dit impact environnemental dit un impact sur la santé publique. Vous savez que la pollution atmosphérique, ça développe de l'asthme, des bronchiolites, des maladies respiratoires. Ça va toucher les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants, les nourrissons. On va avoir des pollutions qui sont à la fois des pollutions atmosphériques et des pollutions sonores. Il faut comprendre que le bruit, c'est un impact vraiment quotidien sur les gens, sur le système nerveux, sur les maladies cardiovasculaires. Les habitants de la rue Bonaparte, de différents endroits à Nice, vivent un véritable enfer au quotidien, ou ceux qui sont proches de l'aéroport. Et donc les nuisances sonores, c'est une des conséquences, et une des pollutions, les pollutions sonores, qui sont les conséquences du surtourisme. Et il faut, on va vous en parler tout à l'heure, apporter des solutions et limiter tout cela. On rappelle quand même un chiffre clé qui a été établi maintenant, qui au début a été nié par la métropole et finalement qui a été reconnu. C'est que si on prend le ratio global de la RS au niveau de la région, on le ramène à la métropole, on a 500 décès par an, décès prématurés liés à la pollution atmosphérique. Ça veut dire où la pollution atmosphérique est un facteur aggravant qui va déclencher le décès malheureusement. Et quand on donne ce chiffre-là, ce chiffre dans le dos, on s'attendrait à ce qu'immédiatement la lutte contre le surtourisme et la pollution atmosphérique devienne une priorité en termes de santé publique. Or malheureusement, c'est toujours pas le cas. Donc, impact du surtourisme sur l'environnement, impact sur la santé publique, c'est à peu près ce qu'on entend régulièrement et les principaux motifs évoqués par les grandes villes d'Europe qui ont pris des mesures. Mais on a aussi un impact social très important. Vous savez, quand on part en vacances, nous, tout le monde, on part en vacances, on économise, et puis on va passer un week-end, une semaine, 2 semaines quelque part, et là on dépense beaucoup, parce qu'on a économisé, on veut se faire plaisir aux enfants, plaisir en famille, et on va beaucoup dépenser. Le problème, c'est que petit à petit, tous les hôtels, restaurants, les commerces de la ville de Nice, ils mettent des tarifs sur le pouvoir d'achat des touristes, qui vont dépenser plus que de raison, plus que de mesure et beaucoup plus que d'habitude, plutôt que sur le pouvoir d'achat des habitants et des habitants. Et les habitants et les habitants qui vont avoir des tas de choses qui avant étaient accessibles, et petit à petit deviennent hors de prix, inaccessibles pour eux. Alors, on s'est demandé s'il y avait des chiffres. On a un observatoire du tourisme de la Côte d'Azur qui publie des chiffres très souvent, il faut le dire, à la gloire de l'industrie du tourisme, mais qui donne quand même des chiffres intéressants. Et ils nous disent qu'un touriste avion, on veut dire un touriste qui vient par l'aéroport de Nice, il dépense en moyenne 110 € par jour. Ça, c'est des chiffres de 2025. Il est évident qu'un habitant qui vient à Nice ne dépense pas 110 € par jour. Et quand on va mettre tous les prix pour le pouvoir d'achat des personnes qui viennent dépenser pour faire plaisir, automatiquement, ça va nuire aux habitants. Et la cherté de la vie a vraiment bondi depuis qu'on passe à un tourisme de masse et qu'on a passé les paliers dans la ville de Nice. Et ça, il faut en tenir compte. Alors, l'impact social, il est aussi focalisé sur la crise du logement. En fait, le tourisme va capter une part très importante de logements disponibles, qui sont plus disponibles pour les habitants que pour les habitants. Il y a l'hôtellerie, il y a le tourisme, les meublés touristiques, Airbnb, bien évidemment. Et puis, il y a des choix qui ont été faits systématiquement. On a été un peu sidérés, on vous l'avoue, quand on a vu la ville et la métropole faire des choix au détriment des habitants. Pour le Mama Shelter, pour l'hôtel du couvent, pour la Buffin, bientôt pour l'ancien commissariat converti, où à chaque fois, on privilégie des lieux qui vont donner des lieux pour les touristes, au lieu de faire des lieux pour les habitants et pour le logement. Donc, le logement devient un facteur aggravant de la crise du logement à Nice. Et puis, il y a 3 impacts du surtourisme qui sont un peu méconnus, auxquels on ne pense pas forcément. On parle de ça. Mais ils sont très importants. Le premier, c'est un impact social. Le lien social, le vivre ensemble. Vous savez, nous, on est très attachés. Il y a une question très simple. Comment est-ce qu'on fait une fête des voisins si on n'a pas de voisins? Comment est-ce qu'on fait une fête des voisins et des voisines si, dans l'immeuble, on est le seul ou 2 seuls résidents permanents et tout le reste, c'est des hôtels, c'est des Airbnb qui tournent en permanence? Ça veut dire qu'il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de proximité. Ça veut dire qu'on n'a plus de voisins, de voisines à qui demander un dépannage, de l'aide, garder les enfants, s'entraider quand il y a un pépin.
qu'on a quelques habitants qui résistent dans des immeubles de Nice, je sais extrêmement en parler, témoigner dessus après, ou maintenant si tu veux, mais on a des habitants. Là où je trouve c'est qu'il y a un petit peu de lien social, parce que parfois les billets sont demandés à un capsule ou mais ça se limite vers 1h du matin. Ouais, voilà. Donc en fait, on a des habitants qui résistent dans des immeubles qui deviennent des immeubles dortoirs, dans le cœur historique de notre ville, Nice. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus de lien social, que, c'est quand même assez dramatique que ces habitants-là, ils ont l'impression d'être dépossédés de leur immeuble, de leur quartier, parce qu'il n'y a que du passage constant autour d'eux, et il n'y a plus ce lien. Il n'y a plus les anciens qui vivent ensemble, il n'y a plus l'entraide entre voisins. Et donc ça a un impact qui n'est pas mesurable, on ne peut pas quantifier ça, mais c'est réel, et c'est un ressenti dès qu'on parle avec les habitants de ces zones-là. Hein. Et donc on a cet impact social, il faut vivre ensemble, et il y a un deuxième impact un petit peu méconnu, qui est la question économique. Alors Christophe Vasseur en parlera longuement après, donc je ne dévoile pas l'essentiel pour l'instant, mais quand même, à partir du moment où le tourisme rapporte beaucoup d'argent, ben, on est très content, le maire de Nice est très content, dans la métropole elle-même est très content, tout le monde est dans un autosatisfaction permanent, parce que les chiffres du tourisme sont très bons. Et on oublie, ça nous endort, on oublie qu'on tombe dans une dépendance au tourisme. Et on oublie que si tout d'un coup, pour X raison, le tourisme s'arrête, ben vous avez la moitié de l'économie locale qui s'arrête. Et donc là, on est en train de dépendre d'une monoactivité économique et de s'enfoncer dans cette monoactivité sans y prendre garde. Donc attention, même si ça paraît positif parce qu'il y a de la recherche en immédiat, au long terme, ça a un effet pervers, c'est la dépendance à une seule source du développement économique, un seul moteur de développement économique. Et enfin, il y a un dernier point dans les impacts négatifs du surtourisme qu'on mésestime souvent, c'est l'impact pour les touristes eux-mêmes. Ils quittent le métro bondé à Paris, à New York ou à Londres, ils arrivent ici pour avoir des trams des embouteillages, des trams bondés pour des embouteillages, des plages surpeuplées. Et donc, si on quitte pour arriver à Nice, Côte d'Azur, le Farniente, la belle vie et la détente, et qu'on arrive dans des endroits saturés, il n'y a plus de solution, on ne revient pas. Et donc, ça va être un one-shot, les gens veulent venir sur des courts séjours pour égrener les points centraux, ils vont aller à Monaco, à Cannes, dans Nice, etc. Mais ils vont repartir, ils ne reviendront plus. Et finalement, ils ont vécu le passage en Nice avec le même stress que ce qu'ils vivaient auparavant. Donc, trop de tourisme tue le tourisme. Et tue la qualité du tourisme. Alors, une fois qu'on a décrit l'ensemble, un panel assez large des impacts négatifs du surtourisme et de cette frénésie du tourisme de masse. Qu'est-ce que l'on veut faire nous? Nous, on propose une stratégie, une véritable alternative. Cette stratégie, elle commence par dire que le surtourisme n'est pas une fatalité. On peut reprendre la main. Le surtourisme, le fait qu'on se soit laissé aller au surtourisme, c'est le résultat d'un choix politique. Et nous, on propose une stratégie définie en 3 objectifs et une méthode de travail. Le premier objectif, on l'a déjà dit, c'est tout simplement la préservation. Préservation de notre qualité de vie, de notre pouvoir d'achat, de notre santé, la préservation de la vie quotidienne, de qualité des habitantes et des habitants, et en même temps la préservation du vivant, de la biodiversité, de nos espaces naturels. Donc, pour préserver notre qualité de vie et pour préserver le vivant, il faut sortir du surtourisme. Mais on ne sort pas n'importe comment. Et on ne fait pas n'importe quoi. Donc, le deuxième objectif, c'est de dire que, au lieu que Nice devienne un énième et se maintienne comme un énième pôle d'attraction touristique freiné, sans limite, sans frein, avec un tourisme de masse non régulé, nous, on voudrait faire de Nice, la métropole de Nice, un modèle. Nice peut devenir la capitale du tourisme éco-responsable. Un tourisme respectueux de la qualité de vie des habitants et des habitants, respectueux de l'environnement et bien évidemment du vivant. Et on propose un autre modèle, un tourisme de contribution, un tourisme où les aménagements qui sont faits doivent d'abord profiter aux habitants et également bien évidemment aux touristes, mais pas aux touristes uniquement. Et on pense qu'on peut faire la démonstration sur l'ensemble du monde adulte d'une mutation de la stratégie globale de la métropole de Nice pour que Nice devienne et rayonne comme l'exemple d'une métropole qui a su s'adapter au dérèglement climatique, qui a su s'adapter pour trouver une alternative au tourisme de masse, qui a su adapter l'ensemble de ses activités et de son développement à la donnée tout simplement du changement et qui sache faire sa mutation d'une façon raisonnée, coordonnée, progressive sur l'ensemble du monde adulte. Le troisième objectif, alors on va pouvoir dire que vous allez peut-être pouvoir dire qu'on est un peu naïf, qu'on est un peu déçu.
harmonie avec la nature parce que l'homme est un vivant parmi les vivants. Et on veut pouvoir, tout simplement, faire de Nice cet exemple, mais que ça change nos vies au quotidien. Et on ose le dire, oui, on veut une vie meilleure et on veut mieux vivre ensemble, toutes et tous. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planification écologique, si c'est des grands plans qui sont annoncés, présentés sur plusieurs années et qui finissent au fond des tiroirs, qui ne sont pas mis en œuvre, c'est inefficace. La planification écologique, elle se fait au quotidien, dans les villes, dans les communes et dans les métropoles. Et on a la main pour le faire. Et nous, on veut le faire avec un objectif noble. On veut mieux vivre ensemble, et on veut que l'activité économique ne détruise pas la nature, l'environnement, le vivant. Donc, ce mieux vivre ensemble, c'est de se dire que la France est le pays des droits de l'homme. Il est temps de penser aux droits de la planète. Il est temps de dire que oui, il faut protéger le vivant, il faut sanctuariser la biodiversité. Donc, on peut avoir un développement de l'économie et un développement de l'activité touristique qui soit respectueux de la vie quotidienne des habitants et de l'environnement sans perte d'attractivité, d'emploi et de revenus. C'est ça le but. Et tout ce que l'on va mettre en place dans cette méthode, c'est ça. C'est de se dire qu'on va le faire sur l'ensemble d'une mandature. Filière par filière. Toutes les filières où les activités sont trop polluantes. On va réunir l'ensemble des acteurs. On va voir avec eux comment est-ce qu'on peut placer le curseur pour progressivement, tel type d'activité tellement polluante maintenant. D'ici 2 ans, c'est plus possible. Tel autre, on peut laisser jusqu'à 4 ans. Tel autre, dans 6 ans, à la fin de la mandature, il faudra arrêter. Vous avez 6 ans pour vous reconvertir et on va vous accompagner. Et on va vous dire comment. Et Christophe expliquera tout à l'heure tous les mécanismes qui permettent d'accompagner nos entrepreneurs. Et dans l'ensemble des activités, on va faire de la concertation sur l'ensemble d'une mandature pour amorcer un changement structurel profond de sortie du surtourisme, sortie de l'attractivité économique sans frein, pour réguler, encadrer, toujours développer, mais de façon raisonnée et concertée. Et maintenant, une fois qu'on vous a expliqué les objectifs et la méthode, on va passer au plan d'action. Et je passe la parole à Florence Siravola. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter une partie de notre plan d'action concret, donc pour limiter à la fois le surtourisme, les flux touristiques et limiter les conséquences aussi de ce tourisme qui étouffe complètement, à tous les sens du terme d'ailleurs, la ville et ses habitants et habitantes. Donc, je vais développer quatre domaines: l'extension de l'aéroport, les jets privés, les bateaux de croisière et les yachts de luxe. Que du bonheur, que du bonheur. Donc, le premier point, c'est l'extension de l'aéroport. Donc, vous savez que c'est véritablement ce qui est au cœur du déploiement du surtourisme de la ville de Nice et d'ailleurs de tout le département des Alpes-Maritimes. Ce projet d'extension, il concentre vraiment tous les effets négatifs de l'attractivité volontaire, voulue, poussée et incontrôlable de l'attractivité touristique. Ce qui est prévu avec l'extension de l'aéroport, c'est 28 000 vols supplémentaires par an, ce qui veut dire en moyenne 80 vols de plus par jour. Hein. Donc vous imaginez la cadence infernale de ces avions, et avec des conséquences assez dramatiques qui sont bien connues et bien mesurées scientifiquement dès maintenant, au-delà évidemment de l'augmentation massive des gaz à effet de serre, mais aussi de toutes les pollutions, et notamment les particules fines qui sont très dangereuses pour la santé. L'accélération évidemment des dérèglements climatiques, l'augmentation des nuisances sonores et olfactives qui sont vécues par les habitants et les habitantes des quartiers qui sont périphériques à l'aéroport. Et puis une dégradation aussi de la zone Natura 2000 qui est juste à côté de l'aéroport et qui va fragiliser donc forcément toute la biosphère, la biodiversité qu'elle avait. Les forces politiques et citoyennes qui sont dans la liste Nice Front Populaire s'étaient déjà mobilisées, s'étaient déjà opposées à cette extension de l'aéroport en 2019, avec notamment une pétition qui demandait un référendum local sur l'extension de l'aéroport. Et cette pétition avait recueilli plus de 14 000 signatures. Depuis, la mobilisation et les mobilisations citoyennes se sont multipliées. Il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, il y a eu des tracts, il y a eu des débats publics et il y a eu des actions juridiques qui sont toujours en cours. Donc nous, on les a soutenues, ces actions, on a été partie prenante.
Et on va continuer à s'opposer de façon radicale et déterminée à ce projet qui est complètement climaticide. On s'y opposera par tous les moyens et on fera tout pour limiter les effets de cette extension. Ça, c'était pour l'aéroport. Le deuxième point qui concerne l'aéroport, mais là qui concerne les jets privés. Mais vous savez aussi sans doute que l'aéroport de Nice est devenu l'un des principaux hubs, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, donc point de concentration, atterrissage, décollage et stationnement des jets privés en Europe. C'est quand même très très important. Il y a plus de 35 000 vols par an, ce qui veut dire à peu près 90-100 vols par jour. Or, les vols en jet privé, des ultra riches, hein, il faut le rappeler je crois, sont 50 fois plus polluants que les trains. C'est les transports les plus polluants par passager-passagère. Et à Nice, ça représente 40% du trafic aérien, avec une augmentation bien sûr au moment de Grand Prix, Monaco, Cannes, etc. Pire encore, ces vols sont parfois réalisés sur de toutes petites distances, Nice-Cannes, Nice-Monaco, hein, et parfois même à vide. Hein. C'est souvent bien sûr en lien avec tous les événements dont on parlait avant, Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco. Et tout ça alors que d'autres modes de transport existent bien entendu. Donc nous, quelle est notre proposition? Quelles sont nos propositions? Parce qu'on peut limiter et à terme éradiquer complètement les jets. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà engager immédiatement une restriction de ces vols et de ces jets, et c'est tout à fait une restriction qui serait progressive et concertée bien entendu avec le préfet, les acteurs actrices, hein, ce qu'expliquait David. Il y a toujours la notion de concertation et pas de brutalité dans la manière de faire les choses, donc une grande discussion. Et les propositions, elles sont simples. Interdire les vols de nuit pour réduire les nuisances sonores, limiter le nombre de créneaux, interdire les vols privés pour les trajets courts de moins de 500 km, augmenter les taxes d'atterrissage, réduire évidemment complètement les vols à vide, créer des taxes carbone spécifiques et bien sûr exempter complètement, supprimer les exemptions fiscales dont bénéficient actuellement les jets privés, ce qui est quand même assez incroyable. Le troisième axe sur lequel on peut aussi réduire, limiter et agir, c'est les bateaux de croisière. Alors il y a eu un petit feuilleton quand même au sujet des bateaux de croisière. Pendant 18 ans, Christian Estrosi a attiré des croisiéristes. Et puis, d'un seul coup, changement de cap, il veut tout interdire du jour au lendemain, sans concertation, ni avec les professionnels de la filiale, ni avec les maires des communes concernées, et puis il outrepasse même carrément ses compétences légales. Donc cette écologie, qu'on peut qualifier de punitive et brutale, a été surmédiatisée. Du coup, le préfet a enclenché un certain nombre de mesures pour calmer la crise. Et ce qui montre surtout, c'est exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça montre aussi une forme d'incohérence de la mairie actuelle, enfin du maire actuel, qui d'un côté fait tout pour favoriser l'extension de l'aéroport, par exemple, et d'un autre côté prétend limiter les bateaux de croisière. Donc nous, notre méthode, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure David, c'est la planification écologique concertée. Donc pareil, on réunit tous les acteurs et actrices concernés dans le domaine, en accord avec la préfecture, on fait aussi une réduction progressive des activités sur toute la durée du mandat. Là aussi, il y a des propositions concrètes très claires qui existent. Il faudrait limiter évidemment le nombre d'escales possibles par an, réduire, limiter l'amplitude horaire, éviter que les bateaux restent là la nuit, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 450 passagers par navire, qu'on limite le nombre de bateaux qui mouillent en même temps, obliger à l'alimentation électrique à quai, ça c'est une donnée importante parce que ça évite aussi que ce soit des navires qui utilisent du fioul lourd, qui stationnent au large et qui émettent beaucoup de pollution. Et puis interdire complètement, pas uniquement prioriser, mais interdire les compagnies qui n'ont pas signé la charte de croisière durable en Méditerranée. Bien entendu, toutes ces mesures, elles doivent prendre en compte le degré de protection de l'aire marine protégée. Vous savez, le projet actuellement il a été avalisé, mais il est quand même insuffisant dans le sens où il y a un périmètre restreint et les zones de protection sont discontinues. Et le dernier point, c'est les yachts de luxe. Alors, il y a une situation assez paradoxale dans le port de Nice, c'est que
Le port de Nice accueille aujourd'hui, en haute saison, à peu près 25-30 super yachts et super yachts, ce qui représenterait 5% des emplacements, sauf que, comme ils sont très très gros, ils monopolisent pratiquement 20% de l'espace surface utile à quai. Donc ça, c'est vraiment un problème. Si on peut résumer, c'est en fait un petit nombre de bateaux de super luxe occupe une place complètement disproportionnée au détriment des autres. Donc, bien sûr, les yachts et les super yachts ont des retombées économiques, mais provoquent une saturation de l'espace portuaire, évidemment beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis par ces bateaux, donc, pollution marine, bruit, et beaucoup de conflits d'usage avec à la fois les riverains et riveraines et à la fois les autres usagers et usagères du port. Donc nous, on ne veut pas exclure complètement la grande plaisance, mais rétablir un équilibre beaucoup plus juste et surtout développer la plaisance à la voile, qui est actuellement assez peu développée. Donc toujours pareil, un scénario de régulation progressive et concertée, on imagine sur 5-6 ans, qui permettrait de réduire la pression des super yachts, tout en préservant l'économie locale, mais en la réorientant. Pareil, quota maximum pour les super yachts, limitation de la taille, durée d'escale limitée à 4 jours, parce qu'en fait c'est des bateaux qui restent très, très longtemps, là, ça favoriserait la rotation, et surtout des incitations fortes pour la voile, avec par exemple des réductions tarifaires, un accès prioritaire au quai, et donc faire en sorte de réorienter l'activité du port plus vers la navigation de la plaisance à voile que vers les super yachts. Les villes européennes comme Barcelone, on en a parlé tout à l'heure, Palma ou même Gênes, ont montré que ce type de régulation assumée donc, augmente l'acceptabilité sociale et surtout ça n'affaiblit pas en fait du tout l'économie. Pourquoi? Parce que si d'un côté il y a une baisse des recettes liées aux super yachts, il y a aussi plus de libération d'espace pour faire d'autres activités, que si on augmente de 30 à 50% la fréquentation à la voile, les dépenses vont être réparties plus localement, pas concentrées sur un certain type d'économie, et que s'il y a une petite baisse des recettes portuaires à cause des yachts, elle est compensée par d'autres activités nautiques. Donc c'est positif, et ces activités de voile permettraient de créer plus d'emplois que les activités qui sont aujourd'hui liées aux super yachts. Donc tout ça, c'est des choix stratégiques. Ça veut dire qu'on choisit moins de gigantisme, plus de valeur locale, plus d'emplois, et on voit bien que notre méthode, c'est pas les improvisations médiatiques, mais c'est plus de planification, de réflexion, de concertation et une vraie volonté politique. Il y a également un point sur les autocars et les visites guidées, et David va vous faire une petite présentation. On est vraiment tout ce qui sature le centre-ville, ce qui sature la vieille ville. Quand vous avez des groupes de touristes qui descendent d'autocars, qui les lâchent, et qui viennent faire des visites organisées dans la ville, vous avez une saturation de certains espaces, concentrés toujours au même endroit, qui fait que les habitants, ils sont un peu dépossédés des lieux, et puis vous avez une occupation des trottoirs, vous avez une occupation des voies de voitures, des places de stationnement, et vous avez une saturation continue. Donc les autocars de tourisme et les visites guidées aux grands groupes, on va avoir une congestion de l'espace public, on va avoir bien sûr une pollution de l'air et des nuisances sonores, occupation des trottoirs, etc. Comment on fait pour réguler? Plusieurs possibilités. Pour aider, on interdit complètement. C'est pas le but. On ne veut pas que Nice soit inaccessible, on veut toujours qu'il échange et que les personnes puissent venir, les voyageurs et voyageuses puissent venir découvrir le patrimoine culturel de la ville et naturel. Donc, on va réguler. On va réguler la venue des autocars, les airs. Donc là, on peut limiter strictement la circulation au stationnement des autocars dans l'hypercentre et les quartiers historiques. Voilà, il faut vraiment réguler parce que c'est là où ils viennent. On va créer des aires de dépose minutes pour eux. On va avoir un système d'autorisation et de quotas. Ça veut dire qu'on va limiter le nombre d'autocars de touristes qui viennent dans la journée dans certains centres, certains sites de Nice, pour réduire l'impact environnemental. Donc, on peut instaurer un droit d'accès, une éco-contribution si le reste financière, si le reste ne suffit pas. On peut bien évidemment lever cette éco-contribution s'il s'agit d'autocars à carbone, électrique ou hybride, mais qui polluent moins, donc on peut moduler. Encore une fois, ça ce sont les pistes qu'on va mettre
d'interdiction des quotas trop stricts, pour qu'ils puissent eux-mêmes, entre guillemets, s'autodiscipliner, s'autoréguler et nous faire des propositions pour polluer moins et moins saturer le centre-ville. Donc, on va négocier ça avec eux au niveau des autocars et au niveau des visites guidées. Donc là, au niveau des visites guidées, on peut limiter la taille des groupes dans les zones les plus sensibles. On peut mettre des plages horaires pour que ce ne soit pas tout le temps n'importe comment, y compris le soir. Et on peut encourager des formats alternatifs de petits groupes de filles à pied, à vélo, etc. Mais il faut mieux répartir le flux touristique pour moins le concentrer systématiquement sur les mêmes zones. C'est la déconcentration, on va en parler tout à l'heure, du tourisme à ce niveau-là. Et soutenir aussi un tourisme de séjour et de 4 saisons. Donc là, c'est la désaisonnalité. On va vous en parler aussi pour ne pas concentrer les touristes sur la même période de l'année et sur les mêmes endroits, systématiquement. Mais on veut aussi une gouvernance, une concertation. Ça veut dire que quand il y a des zones, comme dans le Nice par exemple, qui sont saturées de groupes de touristes et de voyageurs tout l'été, et ben on peut en parler avec les habitants, avec les commerçants, avec les guides et les autocaristes eux-mêmes et faire une concertation pour lancer un modus operandi qui respecte la qualité de vie des habitants. Ça se fait ailleurs, c'est mis en place ailleurs. Pourquoi on serait incapable de le faire à Nice? Pourquoi à Nice on serait condamné comme une fatalité à subir ça, à subir une dépossession des quartiers les plus touristiques, alors que cette méthode de concertation elle est éprouvée et elle fonctionne dans plein de grands sites touristiques du monde. Donc on n'a pas on va faire ce qui fonctionne ailleurs. Il y a des grandes villes et des grands endroits très attractifs dans le monde qui ont testé plusieurs méthodes, certaines qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont voulu complètement interdire un numerus clausus, etc. Nous, on veut trouver une voie mécanique de concertation, mais on veut le faire. Et la régulation du tourisme, ce n'est pas une opposition au tourisme, on le dit, on le répète, c'est la condition de sa durabilité. Donc on va mettre ça en place à tous les niveaux, et une fois qu'on a vu les arrivées des touristes, par les jets, par les yachts, par les activités les plus polluantes, une fois qu'on a vu la saturation du centre-ville, il y a ce qu'on évoquait déjà dans le diagnostic tout à l'heure, on n'a pas sur le logement. Je cède la parole à Mélanie. Merci David. J'ajoute un petit point sur ce que tu viens de dire parce que on a eu l'occasion quand même de rencontrer plusieurs fois des habitants et habitantes qui étaient membres d'associations de quartier, principalement donc, vers Bonaparte, dans le Vieux-Nice, etc. Et qui nous ont à la fois fait part de ce qu'ils vivaient, mais aussi fait part de demandes conséquentes qu'ils avaient faites d'entrer en médiation, d'entrer en discussion et qui n'ont jamais été entendues, d'où effectivement l'importance qu'on donne, nous, à la concertation avec les uns et les autres. Alors s'agissant du logement, vous savez qu'on a donc développé un programme qui est très élaboré s'agissant du logement, mais évidemment il s'en place aussi ici de façon nécessaire parce que c'est une conséquence qui vous a été décrite. Donc l'idée est d'imposer un moratoire sur le surtourisme immobilier, puisqu'on l'a vu, c'est une conséquence qui est absolument directe, non seulement pour vider les quartiers, mais pour les faire capter par l'hôtellerie et les locations touristiques de type Airbnb. Pour l'instant, on a évidemment un privilège qui a été donné, et comme on l'a indiqué tout à l'heure, on a des cessions de foncier, alors qu'on est toujours en train de dire il n'y a pas suffisamment de foncier pour faire du logement social, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas de foncier, et on s'aperçoit qu'en réalité, le foncier, il est cédé pour installer des hôtels de luxe. On vous a rappelé quelques exemples tout à l'heure, qui sont par exemple Mama Shelter aussi, mais la cité marchande de la Buffa, c'est quand même extraordinaire. Il y avait un certain nombre de projets qui étaient tout à fait intéressants, qui ont été écartés au profit à la fois, à nouveau, d'un hôtel, et dans le Vieux-Nice, le couvent des Clarisses, qui fait la page des journaux, mais qui offre effectivement une hôtellerie qui est une hôtellerie particulière et de luxe et de grand luxe. Donc à partir de là, on ne peut que dire qu'on a atteint un pic d'hébergement touristique qui est désormais saturé et qu'il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Ces mesures, on les a déjà développées, mais je vous les rappelle en quelques mots. D'abord parce qu'il faut évidemment contrôler de façon drastique les locations touristiques de type Airbnb. Vous savez qu'elles sont déjà limitées, mais qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et ce n'est pas la quelque augmentation de 3 agents sur le groupe de contrôle qui va permettre effectivement d'assurer effectivement le fait que ça soit dédié et que le respect des règles soit effectif. Ensuite, on a la main sur les permis de construire.
Bon, donc il faut évidemment faire en sorte que les projets qui consistent à transformer des logements en hébergement touristique soient tout simplement refusés. Ça, c'est à la main de la mairie. Il faut aussi généraliser la préemption par la ville et la métropole des logements qui sont mis à la vente pour garantir des logements aux habitants. On a développé cet aspect qui effectivement est particulier, qui est de faire que cette option de préemption, elle existe chaque fois puisqu'on dénonce les ventes. C'est pas très difficile de savoir là où il faut effectivement préempter. On avait aussi indiqué de façon assez d'ailleurs particulière le fait qu'on est dans une ville où on a un taux de résidence secondaire qui est extrêmement important. Il y a un mécanisme possible de les interdire. Il n'est pas forcément très connu, mais aujourd'hui, il est possible puisqu'il faut rééquilibrer entre droit de propriété et puis droit du logement, et d'autres villes, effectivement, l'ont mis en place, qui serait une disposition qui aujourd'hui est légale depuis novembre 2004. Il s'agit simplement d'introduire dans un cahier des charges et un règlement de la vente le fait que ça ne peut pas être une résidence secondaire, et encore une fois, c'est possible. Donc, en réalité, ces dispositions-là, qui sont à la main, encore une fois, à la main de la mairie, est de nature à réduire les effets du surtourisme par un mécanisme de mise en place des leviers qui est effectif et efficace, et pour avoir d'ailleurs été déjà finalement expérimenté, il faut que nous en parlions. Et je vais céder la place à Anne-Laure Chantron pour le développement du tourisme éco-responsable. Alors, je crois que vous l'avez compris, notre position, elle est ferme sur tout ce qu'on doit réguler, mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on est contre le tourisme et encore moins contre les touristes, et ça n'aurait pas de sens. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est que quand on prétend accéder à la mairie, quel type de tourisme on va valoriser et accompagner avec de l'argent public? Parce que c'est ça la question, en fait. Ce tourisme de luxe, etc., continuera à exister. On peut essayer de le contraindre, on peut essayer, mais en tout cas, il ne faut pas que l'argent public puisse le favoriser. Alors, en fait, ce qu'on se disait, c'est en fait en quoi on ne pourrait pas imaginer une ville de Nice, capitale du tourisme éco-responsable. Et pour celles et ceux qui croient à la concurrence, comme simulateur, ce qui n'est pas notre cas, mais bon, Nice a un vrai défi par rapport à d'autres villes, rien qu'en France. Il y a des villes comme Nantes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Montpellier, Rennes et d'autres, qui sont vraiment résilientes en termes de tourisme et qui font des propositions tout à fait intéressantes. Alors que nous, quand même, à Nice, on a quand même des atouts, ne serait-ce que géographiques, patrimoniaux, alors météorologiques, là aujourd'hui c'est un peu fichu, mais c'est quand même très rare. On a des atouts indéniables en fait pour faire venir les gens. On comprend très bien que les personnes aient envie de venir passer du temps à Nice, parce que nous-mêmes on est bien heureux et heureuses d'y vivre. Voilà. Et en fait, ce que nous on comprend, en fait, il y a de plus en plus d'acteurs et d'actrices de la filière touristique qui s'engagent en fait vers cette bifurcation du tourisme. Et c'est ce tourisme éco-responsable. Alors, il faut une définition en fait. Il faut savoir de quoi on parle, parce qu'en plus parfois on mélange un peu les termes. Alors je suis allée chercher la définition de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc bon, quand même, ce sont des spécialistes. L'écotourisme, c'est celui qui tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. Et cette notion, elle est vraiment importante parce que c'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Pour l'instant, on a l'impression que les décisions sont prises pour que ça soit tout de suite rentable. Or, il faut quand même voir sur des perspectives plus longues. C'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de planification, mais on le vit comme ça, quoi. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Et dans ces définitions, ils disent que ça doit répondre, donc ce tourisme, il doit répondre aux besoins des visiteurs, des visiteuses, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. C'est nous, c'est les habitants et les habitantes de l'accueil. Donc en fait, c'est une autre manière d'appréhender le tourisme qui a un impact positif, tu l'as dit tout à l'heure, David, sur la culture, sur l'économie et bien sûr en termes écologiques. Alors nous, on a une démarche, une conception, par rapport pour développer ce tourisme éco-responsable. Le premier, je l'appellerais les 3D.
tu en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire désaisonnalisé, décentralisé et décarboné. C'est vraiment ces trois ensemble, c'est pas deux des trois, parce que désaisonnalisé, ça commence à venir dans la réflexion, même sur l'explosion, on en parlait, alors c'est pas la même vision que nous, lui il veut faire beaucoup plus tout le temps. Nous, on voudrait faire pas plus, on va dire, mais par contre, mieux lisser sur l'année, voilà, pour que ça soit responsable. Donc, c'est écotourisme, donc désaisonnalisé, donc réduire la concentration de la fréquentation touristique uniquement sur les 2 mois d'été, encore qu'à Nice, c'est quand même beaucoup plus large, parce que là, on est à peu près dans le seul mois de l'année, juste avant le carnaval, où c'est calme. Voilà. Sinon, c'est sans fin. Un tourisme décentralisé, donc là, c'est pour l'idée, c'est de répartir les événements sur l'ensemble du territoire pour réduire la saturation en centre-ville et dans les zones les plus prisées par les touristes. Et enfin, une forte incitation à la mobilité décarbonée, donc ça c'est décarboné, mobilité décarbonée pour les touristes, à la fois pour arriver à Nice, voilà, donc là ça rejoint aussi ce qu'on dit sur l'aéroport, il y a un travail à faire avec le transport en commun de manière générale et aussi en partenariat avec le train, c'est vraiment important. Et aussi, bien sûr, pour se déplacer dans la ville. Pour ça, je pense que vous avez suivi que nous, on est pour les transports gratuits. Donc, en fait, à une échéance un petit peu plus lointaine, à un moment, les transports gratuits sera pour tout le monde, pour les touristes aussi. Et en fait, quand on va dans une ville, en tant que touriste, on a tous été touristes à un moment, découvrir une ville, c'est aussi s'y déplacer. Et donc, pouvoir s'y déplacer en transport en commun parce que c'est gratuit, c'est quand même vraiment un impact très très positif sur l'expérience. Oui, c'est ça. C'est une expérience, c'est l'expérience qu'on vient chercher quand on est en vacances, si c'est pour rester dans son petit coin. Alors, quand on disait décentralisé tout à l'heure sur le territoire, du coup, ça amène quelque chose sur lequel on a mis quand même le doigt, c'est qu'en fait, il faut restituer aux communes la maîtrise de leur politique de tourisme au sein d'une stratégie. La stratégie métropolitaine, d'accord, qui est construite et coordonnée au niveau de la métropole. Là, la difficulté, c'est que les communes qui sont membres de la métropole ont vraiment mal vécu la perte de la gestion des offices du tourisme. Et en fait, il est tout à fait possible de leur rendre cette autonomie à partir du moment où la stratégie et la politique métropolitaine qui a été élaborée collectivement est respectée. Et cette réorganisation, elle permettra de répartir les flux touristiques afin d'éviter la surfréquentation de certains sites, en proposant notamment des offres de séjour et d'itinérance entre mer et montagne. C'est quand même une qualité principale de notre région et c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Voilà. Ensuite, dans notre démarche, donc j'ai dit les 3D, il y a un autre point qui est vraiment fondamental et qui aussi commence à infuser absolument partout dans la façon de voir le tourisme, c'est le tourisme de proximité. Cette terminologie de tourisme de proximité, elle s'est beaucoup développée après le Covid, parce que finalement, être tout le temps chez soi, d'un seul coup, quand on a pu bouger, en fait, on est allé redécouvrir nos environnements. Et ce tourisme de proximité, ça veut dire voyager près de chez soi, et ça permet de découvrir la richesse parfois méconnue du patrimoine local. Je crois qu'on a tous vécu l'expérience, même dans notre propre vie, que quand on accueille des personnes chez nous, en fait, on cherche ce qu'on a à faire, en fait, on découvre nous-mêmes des trésors de notre propre milieu. Voilà. Et donc, c'est un mode de tourisme qui est plus accessible financièrement, et ça, c'est pas une petite information, et avec un choix de date qui est beaucoup plus souple dans l'année. Ce tourisme de proximité, c'est aussi quand on a un week-end de 3 jours et que du coup, on a envie de partir, et qu'en fait, on va à côté de chez nous, on est régulièrement dans le bar, c'est pas loin, et c'est des vacances, même si c'est quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir promouvoir. Évidemment, il permet donc de dépenser moins pour le transport et de réduire l'impact écologique de façon vraiment majeure. Et on se disait quand même qu'il y a un principe qui s'appelle le principe de pollueur-payeur. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va étudier vraiment sérieusement, l'application du principe du pollueur-payeur pour les voyageurs en provenance de pays lointains. Parce que voilà, je pense que c'est une nécessité, encore une fois, c'est pas une question de punir qui que ce soit, c'est juste que c'est pas logique avec le monde dans lequel on vit. Donc, ce principe de proximité, et puis ce tourisme qu'on veut, c'est un tourisme au service de la qualité de vie des habitants et des habitantes. Ça, c'est
c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'opposer les touristes avec les personnes qui vivent là, mais comme on conçoit ce tourisme-là, c'est aussi que les aménagements de la ville doivent avant tout bénéficier aux populations locales. Et bien sûr, tous ces aménagements pourront en bénéficier aussi les touristes accueillis. Alors j'ai réfléchi à quand même quelques exemples qui paraissent vraiment évidents, en plus qui reviennent régulièrement. Quelque chose de très bête, hein, les toilettes publiques. On est moqué, il faut le dire, hein, on est moqué régulièrement par des touristes d'ailleurs en France ou de l'étranger sur le fait qu'il n'y a pas de toilettes publiques dans cette ville qui est censée, qui s'enorgueille de pouvoir accueillir énormément de monde. Donc les toilettes publiques gratuit, ça veut dire, hein, voilà. C'est un aménagement pour tout le monde, dont les touristes, mais pas seulement pour eux. Et c'est la même chose pour les bancs. C'est pareil, ça paraît une toute petite chose, mais c'est pas possible que dans notre ville on puisse pas remettre partout c'est possible des bancs à l'ombre, parce que sinon en fait on sort pas dès qu'il fait trop chaud, ni nous les habitants, ni même les touristes. Quand vous êtes sur l'été, en pleine chaleur, les gens ils sortent pas en fait, hein, ils restent dans des endroits ultra climatisés, alors que bon, ça pourrait être quand même sympa de pouvoir se promener dans la ville et puis de s'asseoir sous les arbres, sur des bancs. Voilà. Ce sont deux exemples qui peut-être paraissent bêtes, mais qui sont vraiment fondamentaux parce qu'on les ressent dans la vie de tous les jours. Par rapport à la qualité de vie des habitants et des habitantes, on a parlé tout à l'heure du bruit. Et en fait, nous, on créera des indicateurs de qualité de vie et on luttera activement contre les nuisances sonores. Donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les discussions avec parfois des associations qui se sont créées, mais aussi dans la vie de tous les jours. Vous discutez avec vos voisins, voisines, des membres de votre famille, c'est quelque chose qui est vraiment très impactant négativement. Les terrasses, les boîtes de nuit, les livraisons, tout ça, nous, on apposera si besoin des mesures, si besoin, hein, bien sûr, d'abord on discute, et si besoin, on peut imposer des mesures réglementaires. Par exemple, il y a une proposition qui était très intéressante qui se fait ailleurs, c'est le permis à points pour les terrasses de café et de restaurant. Donc en fait, il y a des volumes sonores, je ne vais pas détailler tout en détail, vous poserez des questions après si vous voulez, mais il y a un seuil, hein. Il y a des horaires, un seuil, et en fait, si les restaurateurs les dépassent, en fait, ils perdent des points. Et au bout d'un moment, par exemple, leur terrasse va être réduite. D'accord? C'est un exemple. Hein. Mais c'est d'abord, on discute, et si à un moment c'est pas possible, ben, à un moment, il faut être capable, à un moment, il faut avoir le courage, en fait. Hein. Et c'est très compréhensible, et finalement, c'est pour le mieux-être de tout le monde, avec du quartier aussi. Autre point, je suis un peu perdue, je discute comme ça. Autre point, l'écotourisme. Alors, l'écotourisme, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut définir, parce que parfois on confond tourisme éco-responsable, écotourisme. L'écotourisme, c'est une forme de tourisme qui est vraiment très particulier et qui doit être développé, qui est vraiment une attente aussi de beaucoup de gens. C'est la nature au cœur du voyage. D'accord? Et donc, en fait, nous, on veut développer cet écotourisme. Pareil, on vit dans l'endroit parfait pour développer l'écotourisme. On déploie un déploiement de façon contrôlée et maîtrisée pour favoriser la découverte de la nature tout en préservant les sites naturels. C'est le principe de l'écotourisme, on ne fait pas n'importe quoi. Et la biodiversité. Et on valorise le patrimoine culturel, naturel. On trouve le juste équilibre entre la promotion et la protection de ces sites exceptionnels et un développement économique raisonné du moyen et du haut pays métropolitain qui se base notamment sur les activités locales existantes. On pense au maraîchage, au pastoralisme de nos vallées, par exemple. Et alors, dernier point, le tourisme social et éducatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous a paru, en fait, une ville qui vit, une ville qui est vivante, c'est une ville qu'on connaît d'un peu partout, et une des façons de connaître une ville, c'est les voyages scolaires, par exemple. C'est à ça qu'on a pensé en premier. Les centres de vacances. C'est tout bête, mais à Nice, alors qu'on est vraiment une très grande ville, c'est très compliqué d'organiser un voyage scolaire, si vous venez d'ailleurs, parce qu'on manquait terriblement de lieux d'hébergement pour des gros groupes, qui soient à des tarifs raisonnables. Donc, et pourtant, c'est une forme de tourisme. Donc nous, on voudrait développer des centres de vacances qui accueillent des classes découvertes et aussi des séjours éducatifs, et on rejoint ce que disait Florence Yarola tout à l'heure, tournés vers la mer particulièrement. Des classes de mer
les bateaux d'école, les découvertes du monde marin. En fait, on avait fait cette réflexion qui est très intéressante quand même. On est face à la mer et en fait, il n'y a pas de bateau. C'est-à-dire que ça nous avait été expliqué, mais c'est vrai en fait. Si on y fait attention, vous allez face à la mer. On aurait pu mettre un immense écran avec du bleu et en fait, c'est la même chose. Alors qu'en fait, la mer, c'est un lieu vivant d'activité. Donc, on doit développer aussi des activités de mer, bien sûr, la voile, bien sûr. Hein, on va pas faire du jet ski, c'est pas ça qu'on va faire. Ni du parachute. Non, ni du parachute ascensionné. Non. Et de manière générale, on veut favoriser les propositions qui s'adressent à tous les budgets, dont les plus petits budgets, les plus modestes. Parce que, en fait, bon, super, on a gagné les congés payés, hein, donc de haute lutte, mais quand même, on doit rappeler ce chiffre, il y a 40% des gens qui ne partent pas en vacances. Tout le monde a le droit à ses vacances, hein, certains et certaines plus que d'autres, mais 40% des gens ne partent pas. Et en fait, il y a une des raisons principales quand même, c'est une raison financière, une raison économique. Donc nous, on veut pouvoir aussi, ces personnes-là qui souhaiteraient partir, bah, qu'elles puissent venir à Nice. Et qu'elles se disent pas, non mais je viendrai pas à Nice, j'adore cette ville, c'est trop beau, mais en fait c'est trop cher, c'est pas dans mes moyens. Voilà. Et donc pour tout ce que je viens d'évoquer, je vous donne quelques propositions concrètes. Là, il y a du concret quand même, quelques propositions concrètes. Alors, par exemple, ce qu'on voudrait développer, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est vraiment très très sous-doté. C'est les auberges de jeunesse publiques et coopératives. Ça, c'est vraiment une façon de voyager et d'accueillir des visiteurs qui est vraiment super. La métropole créera un réseau d'auberges de jeunesse municipales et une coopérative. Ces auberges de jeunesse, c'est à but non lucratif. Hein. Donc c'est ça qui fait qu'elles portent des projets intéressants et qui sont à portée de plus de personnes. Donc c'est accessible. Qui favorise des séjours longs et hors saison. On vient aussi sur les jeunes, les classes transportées, tout ça. Et qui accueillerait prioritairement des jeunes, les familles, les cyclistes, que l'on ne pense pas assez, pourtant il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des voyages en vélo, et les publics scolaires. Et ce sont des auberges qui sont éthiques, en fait, qui ont une éthique particulière, qui sont labellisées, on va en parler tout à l'heure. Je parle trop longtemps. C'est une proposition. Une autre proposition, pareil, c'est sur les hébergements, c'est tout bête, hein, remettre des campings. Des campings qui soient écologiques, des gîtes publics, notamment dans le moyen et le haut pays. Un réseau de campings naturels, publics, de gîtes communaux qui sera développé dans la RPI niçois, avec des équipements qui respecteront le principe de zéro artificialisation, évidemment, la sobriété en eau et en énergie, évidemment, et qui seront gérés publiquement ou associativement. Nous créerons également une aire de vidange pour les camping-cars, pour réduire le risque de vidange sauvage en site naturel. C'est quelque chose qui peut poser problème. Hein. C'est une façon de voyager intéressante, le camping-car qui se développe aussi. Mais en fait, s'il n'y a pas les infrastructures, j'en ai pas ici. Voilà. Autre proposition très concrète aussi, qui est plus générale, c'est de labelliser. Il y a plein de labels qui existent hein, dans la restauration, par exemple. Donc labelliser une restauration éco-responsable, donc ça veut dire qui promeut la réduction du gaspillage alimentaire, qui développe le retour à la consigne. On a eu pas mal de soucis aussi, hein, on en a parlé avec le verre dans la restauration, qui intègre des options végétariennes et véganes dans les menus. Ça aussi, on perd des personnes, hein, parce qu'il y a très peu de restaurants, alors c'est une grosse demande, il y a très peu de restaurants qui proposent réellement d'alternatives végétariennes et véganes encore moins, avec un approvisionnement bien sûr qui soit bio et local. En fait des labels qui permettent de créer des réseaux, et quand on arrive ici, ben, en fait on sait où est-ce qu'on peut aller et où est-ce que c'est éthiquement éco-responsable. Et enfin, dernier point, pardon. On a parlé tout à l'heure du vélo, la Côte d'Azur à vélo, ça nous paraît, ça aussi c'est tellement facile ici. Depuis une alternative structurante, une façon de voyager, Nice portera la création d'un réseau cyclable public interconnecté à l'échelle de la Côte d'Azur, qui relie les villes du littoral et de l'arrière-pays. Ce réseau comprendra une grande voie cyclable littorale continue, c'est ça le mot important, des axes vallée-mer, et une intermodalité renforcée, train-vélo, parce que là il y a encore beaucoup de travail à faire, bus-vélo, alors là, c'est là qu'il faut aller,
et un écosystème complet de services vélo-tourisme, puisque si on veut développer le vélo, il faut développer les services qui vont avec. Voilà, petite conclusion que j'ai écrite quand même. En fait, comme tout secteur économique, le secteur du tourisme, il sait s'adapter aux politiques publiques mises en place, c'est ce qu'on fait partout. D'autant mieux quand elles répondent aux aspirations de la société. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est ça, les aspirations de la société. Et nous, on sait que les professionnels sont des partenaires de ce changement de paradigme. Voilà. Je cède la parole à Christophe Basserpier. Merci Anna. Le constat qui a été fait depuis quelques dizaines de minutes, il nous paraît très clair à nous, et vous, j'espère, paraît très clair également à vous. Et peut-être que vous vous posiez la question qu'on s'est posée en faisant ce constat très clair de le surtourisme, c'est quoi? Les conséquences de ce surtourisme? Est-ce qu'on peut s'adapter à ce surtourisme? Est-ce qu'il faut sortir du surtourisme? La réponse, vous l'avez, on pense qu'il faut sortir de ce surtourisme. Maintenant, pour reprendre les mots qui ont été dit par David au préalable, peut-être que vous nous pensez naïf, peut-être qu'on l'est. En tout cas, on est réfléchi, structuré, organisé et concerté. Et le point qu'on a voulu mettre en place, un peu en dernier lieu de cette, avant la conclusion de Mireille qui va me succéder, oralement, c'est comment on sort de ce surtourisme et comment, de fait, on diversifie l'économie. Parce que si on enlève un pan important de l'économie, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, mais c'est 40 à 42% de notre PIB dépend de cette mono-économie. Si on voit cette économie affectée, on peut penser à un Covid, donc des problèmes de santé publique, on peut penser à des dérèglements climatiques. Vous voyez, ce genre de choses-là dont on sait qu'elles vont arriver plus fréquemment, de façon un peu plus intense, il faut probablement se structurer, penser, réfléchir et à diversifier l'économie. Donc pour nous, le constat est simple, donc c'est cette dépendance sur notre économie, fragile, et je pense que c'est un peu la conclusion simple en 6 lettres de ce qu'on vient de se dire précédemment. Donc il faut arrêter de s'enfoncer dans cette monoactivité économique, et pour nous, il est impératif donc de diversifier cette économie. Comment on l'a pensé? C'est donc à la fois, on a réfléchi en termes d'enjeux, et on y répond en plusieurs points, donc à un enjeu écologique, de santé publique, et je pense que les éléments qui ont été pris par les camarades précédemment vous montrent ces points-là, de qualité de vie pour les habitants et d'expérience pour les touristes. Une fois encore, on n'est pas contre le tourisme, mais contre le surtourisme. Et enfin, donc, et c'est le point de cette prise de parole, un enjeu économique majeur. Donc, pour ne pas générer de perte d'emploi, parce que de fait, on peut y penser très rapidement si on enlève 42% de notre PIB local, la conversion progressive de notre économie se fera évidemment sur plusieurs mandatures. On ne transforme pas une ville comme Nice, une belle ville comme Nice, en un claquement de doigts. On se structure, on se concerte, on planifie. La métropole a, je vous rappelle, dans ce domaine un rôle déterminant à assumer pour que les entrepreneurs et entrepreneuses prennent le risque d'investir dans un nouveau domaine d'activité. Il faut en rapporter les garanties, et c'est un peu le rôle de la métropole, et donc les sécuriser au maximum. Et cela, pour nous, passe par la mise à disposition de fonciers, on a évoqué précédemment, de garanties bancaires par le crédit municipal, d'abattement de charges, entre autres. On pourra répondre si vous avez des questions. L'observation que nous avons faite du secteur du tourisme indique une part très importante d'emplois, donc à la fois saisonniers et souvent précaires. Vous connaissez sûrement des gens qui sont liés à ce tourisme et qui peuvent reprendre ces mots malheureusement à leur endroit au quotidien. Donc la reconversion de l'économie locale doit répondre, à notre sens, à des objectifs de qualité et de nature des emplois. Et en fait, je vais faire référence ici à 3 points clés: du long terme, non délocalisable, et faisant travailler en priorité les locaux que nous sommes. Donc il nous apparaît donc prioritaire, et tout ça, donc ce sont des cascades de conséquences, j'espère que ça vous paraîtra aussi logique qu'à nous. Il nous faut donc il nous apparaît en priorité la mise en place en concertation, une diversification, et les 2 mots sont importants, planifiée et démocratique. On ne prend pas, nous, la parole pour mettre en avant des éléments de diversification économique sortis du chapeau. Diversification planifiée et démocratique. Pour réduire, on l'évoquait assez régulièrement, la pression environnementale, les inégalités de revenus ou hommes-femmes, tout en améliorant à la fois le bien-être de la population, et on peut penser évidemment à l'expérience du tourisme et du touriste, comme l'évoquait précédemment Anna. Mais le dernier point, il est tout aussi important, c'est la robustesse de notre ville, s'adapter à ce qu'est une ville aussi grande que Nice au XXIe siècle.
On parle d'enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux et économiques. Ces points-là sont centraux dans une ville comme Nice. Et on a, de fait, en interne, toute la capacité d'adapter ce point-là. Donc, en quelques mots, pour ne pas être trop long et pour que vous ayez le temps de poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes et importantes sur l'ensemble de ces points, et en particulier l'économie, la méthode, en 3 points. La première, nous lancerons des états généraux de l'économie locale. Pour ce faire, on y associe évidemment les entrepreneurs, entrepreneuses, les fédérations, les chambres de commerce et de l'industrie, la chambre de l'agriculture, la chambre de l'artisanat, et on n'oubliera pas évidemment la région et le préfet. Et ensuite, 2 points qui nous semblent importants, qui s'articulent en fonction des éléments qu'on a évoqués précédemment. Nous arrêterons de subventionner les activités trop polluantes. C'est assez simple à entendre, et je pense que ça fait sens avec l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés pour la transformation de notre ville comme on la vit, et comme les gens qui viennent de l'extérieur peuvent la vivre. Et nous conditionnerons les aides versées à ces entreprises. Alors, et on peut prendre le cas des associations qui, quand elles bénéficient de subventions, elles doivent signer une charte des valeurs de la République et les respecter. Eh bien, comme on l'évoque pour l'association, l'entreprise devra signer une charte d'éco-responsabilité et évidemment en respecter les engagements. Le parallèle de cette proposition, il est d'accompagner les transitions écologiques par la création d'un fonds municipal. Je peux prendre des exemples assez simples. Le versement mobilité des entreprises, les taxes de séjour, les taxes de bureau et les parkings seront mis à contribution, alors, outre pour la gratuité des transports qu'évoquait Anne-Laure précédemment, mais également donc, pour aider à la reconversion des entreprises vers un modèle local, une économie circulaire. Et tout ça, vous voyez, ce sont des mots que vous connaissez évidemment, que vous avez vus dans plein d'autres villes. Et l'important, c'est que Nice puisse s'y mettre enfin, le tout en préservant nos ressources et en tendant donc sur 2 points importants, la neutralité carbone et créer des emplois à la fin, pour vous, pour nous, non délocalisables. Donc on proposera à l'ensemble des acteurs et actrices de l'économie locale, dans le cadre de ces états généraux, de travailler sur plusieurs axes. Et je vais vous en faire mention rapidement, une fois encore, après on pourra en parler avec plus de détails si vous le souhaitez. Le premier point qui nous semble important, qui est à nos yeux et aux yeux de nombreuses villes en France par ailleurs, c'est l'économie sociale et solidaire. L'ESS, l'acronyme de l'économie sociale et solidaire, représente un atout économique souvent majeur pour le territoire, souvent malheureusement peu mis en avant. Sont pour autant des emplois peu délocalisables qui résistent mieux aux chocs structurels. On parlait de robustesse de la métropole et de la ville. Et qui génère une richesse économique importante. Et ce n'est pas tout, elle renforce la cohésion sociale et donc territoriale. C'est un maillage extrêmement important de l'économie qui sera favorisé dans la prochaine mandature et les suivantes à partir du mois de mars. Et donc nous nous engageons donc à construire un écosystème favorable avec 2 objectifs extrêmement simples et vous pourrez les comprendre très facilement. On renforcera l'animation de cet écosystème en premier lieu, et en deuxième, on consolidera le parcours de ces entreprises. Et on parle ici très simplement d'accompagnement, de financement et d'hébergement. Je vous rassure, il y a des dispositifs légaux qui existent déjà et on souhaite les renforcer. On pense à la fabrique à entreprendre ici et le fonds Essor. La métropole aujourd'hui, c'est à peu près un budget de 100 000 €. Et on pense essayer de pousser ces éléments-là pour favoriser encore l'essor de cette ESS. Et enfin, je prendrai un deuxième exemple extrêmement complémentaire à celui-là qui vient dans le cadre du mieux vivre au sein de Nice pour la population qui y vit et qui la visite, la rénovation énergétique. Les expertises convergent, et donc on n'a pas réfléchi ça à 5 autour d'une table, si on a vraiment pris à bras le corps ce qui existe en France et ce qui a été démontré par certains experts dans le domaine. Il y a une convergence extrêmement simple pour préconiser un plan de rénovation énergétique massif des bâtiments et on vise à terme à près de 5000 rénovations annuelles. Ça me paraît important, à l'échelle de la France, c'est 1 million qui est prévu. Donc en priorité, évidemment, nos écoles, les crèches et les EHPAD. Ça fait partie, évidemment, des secteurs de l'économie qui sont les plus polluants. Il y a un lien, évidemment, avec le bien-être et la diminution de la pollution. Cette dynamique générera, et c'est important, à terme, environ 2300 emplois. Mais on ne réduit pas le terme d'emploi, on requalifie et on diversifie.
Ensuite, peut-être un point à évoquer sur la santé. On parle d'améliorer pas mal de choses du mieux vivre, ça passe également par la santé. Hein, vous rappelle pas la démographie de la population, il y a un nombre important de la population qui a au-delà de 60 ans. Et je m'en approche assez rapidement. Évidemment. Donc la métropole, à notre sens, doit développer plus avant une politique sanitaire ambitieuse au service de ses administrés, ce qui pourra générer, selon les experts, à peu près 3500 emplois qualifiés. Et on mise sur 3 points. Le service à la personne, par la structuration de 2 éléments, une filière à domicile et auxiliaire de vie, et des services publics gratuits pour la petite enfance et les personnes dépendantes. Une fois encore, le mieux vivre, c'est le vivre ensemble également, ne pas les oublier. Un deuxième point, la prévention. On tend à penser que la santé publique est un enjeu majeur et pas que depuis quelques années, mais depuis un moment, et on voit pas mal de dégradations sur ce sujet. On va axer également sur le développement d'un réseau municipal de centres de prévention de nutrition et de santé. Ça peut générer potentiellement à peu près 500 emplois professionnels. Pour rappel, on a 4000 emplois sur la santé au niveau de la métropole. C'est des chiffres qui sont complètement cohérents, réfléchis, structurés et qui permettent une vision assez claire. Et enfin, le dernier point, et c'est pour essayer de valoriser les actifs qu'on a dans notre belle ville, pour reprendre les termes d'Anne-Laure, nos pôles d'excellence. Et la santé est un des pôles d'excellence. C'est peut-être pas notable parce qu'on ne voit pas d'industrie pharmaceutique dans le coin, mais il y a des éléments à mettre. Et donc la mise en place, le développement réellement efficace d'une technopole de la santé nous semble important pour permettre la réflexion, la structuration et l'implantation d'entreprises, de production décarbonée de dispositifs médicaux, et l'ensemble de ces éléments-là, à la disposition de nos administrés, c'est à peu près 1500 emplois à terme. Une fois encore, pas à l'échelle d'une mandature, mais de plusieurs mandatures. Enfin, un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de l'alimentation. Le bien-être, c'est aussi ce qu'on mange, fait ce que l'on est. L'agriculture périurbaine sera favorisée pour une alimentation locale. Et je vous évoque ça en termes d'emploi, là encore, pour que vous ayez une idée qu'on ne part pas sur une feuille blanche et en avoir une réflexion en disant tiens, il faut qu'on mange mieux. Sinon, c'est structuré, réfléchi, pensé, organisé et démocratique. Ça fait 500 à 800 emplois si on est capable de mobiliser à peu près 500 hectares de terres agricoles. Et l'objectif de mobiliser ces terres agricoles pour la relocalisation alimentaire, c'est 2 choses. Privilégier la production maraîchère et biologique à destination de circuits courts. Et dernier point, vous intéresser et intéresser vos familles, la création d'une régie municipale agricole dédiée à l'approvisionnement des cantines et des restaurants scolaires. Donc voilà en quelques mots ce qu'on voulait vous évoquer sur la diversification économique pour que vous n'ayez pas de peur et au contraire que vous compreniez l'accompagnement dans l'évolution de la ville. Et donc on répondra à vos questions ultérieurement, mais je laisse la parole à Mireille pour également une conclusion générale de ces éléments. Écoutez, moi, je remercie vraiment tous les intervenants qui ont explicité la chose, et je pense que vous avez peut-être pu être surpris par la manière dont on a élargi le sujet. Quand on vous convoque entre guillemets pour vous parler du surtourisme, vous avez certainement en tête une certaine vue de la manière dont on va aborder les choses, mais pas forcément sur précisément les aspects économiques, c'est-à-dire le sérieux avec lequel on envisage cette bifurcation radicale des choses à 10. Et je pense que là, on vous a donné l'exemple de ce que on pense d'une manière extrêmement globale et réfléchie sur tout ce qu'on met en place. Et les mesures qu'on met en place, elles doivent forcément prendre en compte tout ce qu'on vous a dit. Et je pense que vous l'aurez, avec le texte évidemment, que vous lirez tranquillement et relirez et réentendrez, mais vous aurez compris que, moi, il y a un mot qui me fait bondir à chaque fois quand j'entends M. Estrosi nous dire tout ce que je fais, de toute façon, ça ruisselle sur la ville. Voilà. Ce mot ruissellement est devenu totalement insupportable, en fait, parce que ça ruisselle pas. Ou alors ça ruisselle sur des aspects extrêmement privatisés, financiarisés. Donc ça, on dit stop, hein, arrêtez de nous mentir là-dessus. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas dans le buzz non plus. On n'est pas dans l'annonce flash d'un certain nombre de trucs là qui vont vous dire bon, ben, à partir de demain, on fait autrement. Je crois qu'on a fait une démonstration tout autre. Et pour vous dire que on a bien conscience de toutes les conséquences directes sur nos vies au quotidien, l'environnement, la santé, le pouvoir d'achat, la qualité de vie,
Et on y a mis effectivement les moyens. Quand on dit rompre avec cette doctrine, on dit que c'est aujourd'hui une nécessité absolue, sociale, écologique, économique, et que l'on sait comment sortir de cette mono-activité. Donc, ce que nous proposons, c'est une alternative qui est effectivement claire, globale et effectivement ambitieuse, mais en même temps faisable. Tout ce qu'on vous a indiqué ne sortent pas de rien et de nulle part, c'est tout à fait faisable. C'est un changement effectivement qui est un changement radical, donc vous avez pu constater qu'il a été effectivement pensé et planifié. Quand on dit qu'on veut que Nice devienne effectivement un modèle de développement économique et écologique, on vous fait la démonstration de ce qu'effectivement on peut faire en sorte que cette mutation soit faite sans perte d'emploi. Et c'est peut-être là où on vous a, où j'espère qu'on vous a surpris positivement dans ce que nous disons. C'est-à-dire que les points forts qu'il faut se mettre en tête et se rappeler, c'est la limitation des activités les plus polluantes, c'est ce qu'on vous a dit sur les jets, les yachts, les bateaux, etc. C'est le développement d'un autre tourisme, qui est un tourisme éco-responsable de proximité sociale et éducative, qui n'engage pas que Nice, mais Nice et l'arrière-pays, Nice, mer et montagne. Et c'est une reconversion et une diversification de l'économie locale avec un maintien des emplois, parce qu'effectivement on ne peut pas se contenter d'emplois non pérennes, saisonniers, extrêmement fragiles, et les personnes n'étant évidemment même pas certains de les maintenir d'année sur une autre. Il faut donc des emplois qui sont pérennes. On a des tas de possibilités à réfléchir là-dessus, mais en tout cas, le redéveloppement et la réorientation de l'économie permettra le fait que ces emplois le deviennent. Donc le tourisme que l'on veut, on a cessé de vous dire, parce que sinon on est largement attaqué en disant mais vous ne comprenez rien à l'attractivité de la ville de Nice, on ne dit pas que la ville ne doit pas être attractive, on doit conserver cette attractivité bien sûr, mais au bénéfice de tous et de toutes, et le fait encore que ça doit être un tourisme qui fasse un bénéfice évident pour les habitants, les travailleurs et les travailleuses et les vivants. Et c'est ce qu'on vous a démontré au travers d'un certain nombre de régulations de l'activité économique, qui est la condition aussi de sa durabilité. Donc pour conclure sur le mot d'ordre que l'on rappelle, penser global, agir local, ou agir global, penser local, on peut intervertir la donnée, mais en tout cas, je pense qu'on a fait effectivement la démonstration de ce que cet aspect et cette manière de penser, on vous a présenté dimanche dernier la ville que nous voulons, mais ça fait tout à fait partie de ça. Je veux dire que la ville que nous voulons, on part de l'existant et on se projette dans l'avenir au bénéfice des habitants et des habitantes de Nice. Et on est ouvert à toutes vos questions. Merci à tous et à toutes. La parole est à vous, comme dirait certains.